bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici au sein du MOO. Moi, je m'appelle Olivier Cotina. Je suis l'un des cofondateurs du MOO avec Nicolas Girey, que certains d'entre vous connaissent ici. Et je suis très heureux parce qu'on va passer une super soirée ensemble avec, on a vu quelques highlights. Bon, j'aurais passé la soirée à les regarder, hein, tellement c'était des bons moments. Vous dire quelques mots de mots. Qui sont ceux qui viennent pour la première fois ici? Bon, ouais, donc il y a quand même des gens qui connaissent. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, MOO, c'est parti d'un constat, d'une vision il y a 8 ans de ça. Ce vision et ce constat, c'était qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on doit affronter, qu'ils soient sociétaux, environnementaux, on pense qu'ils sont devenus tellement complexes que uniquement des coalitions, donc des collectifs d'acteurs hybrides, ont une chance de le résoudre. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là des entreprises, évidemment, des petites, des grandes, des startups, des grands groupes, des associations, des ONG, des centres de recherche, des citoyens, des chercheurs. Et ce qu'on essaye de faire modestement, et c'est pour ça qu'on a aussi choisi la Normandie, hein, qui est ce territoire qui a connu, c'est le territoire de la plus grande coalition qui a changé le cours de l'histoire, il y a 79 ans, le débarquement. C'est ici qu'on pense, en tout cas, que ce symbole est d'autant plus fort qu'on a une chance de réussir, du coup, cette mise en mouvement de cet écosystème qui est complexe. Alors, il y a ce lieu dans lequel vous êtes, qui est un lieu incroyable. Alors, on n'aura pas forcément l'occasion de le visiter en entier, mais c'est un lieu assez incroyable où chaque jour, il y a entre 500 à 1000 personnes qui sont présentes tous les jours. C'est le premier collider en Europe. Hein. Un collider, c'est un lieu qui fait vivre de manière pérenne et continue des populations différentes. Donc tous les jours, vous avez 200 étudiants, des ingénieurs, des étudiants d'école de commerce, vous avez des start-upers, des entrepreneurs, des salariés de grands groupes, des associations, des ONG qu'on accueille ici gratuitement, parce que c'est aussi un point très particulier de la genèse de MOO, c'est qu'on a un bras philanthropique, on a un fonds de dotation qui est l'équivalent d'une fondation, et chaque année on soutient des causes d'intérêt général, et en particulier on a un programme qui s'appelle MOO for Young, qui finance des projets portés par des jeunes associatifs, des projets associatifs portés par des jeunes, plus exactement, de jeunes de 8 à 27 ans, et on leur donne un petit budget, et puis on les aide pour les aider à vraiment démarrer, à se lancer. Et on essaie de créer des liens, puisque finalement tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est de créer des liens entre des gens, et puis ça donne parfois des rencontres, des amitiés, des histoires d'amour, des projets, parfois impact, parfois moins impact, mais en tout cas c'est cette mission-là qu'on s'est donnée. Et puis on fait aussi des programmes pour les entreprises, donc on travaille notamment dans un programme sur la ville de demain, où on essaie d'imaginer la ville de demain, encore une fois avec des associations, des ONG, des grandes entreprises, des villes, des régions, pour comment on essaye d'imaginer, avec tous les défis qu'on doit affronter aujourd'hui, on les a connus avec le Covid, on le connaît avec le réchauffement climatique, la ville elle doit se réinventer. Donc en tout cas, c'est des illustrations de ce qu'on fait ici. Alors vous me direz, ça n'a pas beaucoup de rapport avec le sujet du soir, mais en fait, il y en a un très fort rapport, puisque quand on a vraiment commencé ce projet, en 2015, donc comme vous le savez peut-être, ça a été depuis l'après-guerre jusqu'à 2013, c'était une succursale Renault. Donc c'est ici que vous veniez acheter vos Clio, vos différents modèles Renault, vous veniez les faire réparer. Donc quand la maire, du coup, la communauté urbaine a racheté ce bâtiment pour faire du coup ce MOO, et dès le début, avec Nicolas Girey et puis le cabinet d'architecture d'intérieur, la belle expérience, quand on a voulu imaginer ce lieu, dès le début, on a fait ce choix un peu fou de mettre un terrain de sport dans le lieu. Donc, certains d'entre vous le connaissent, il est au fond. Donc c'est un terrain de basket, un terrain de hand, un terrain de badminton, de futsal, de tout ce qu'on veut, parce qu'on est assez convaincu du rôle que doit avoir le sport, et c'est un des thèmes qu'on va aborder ce soir. Et c'est d'autant plus important quand on est à quelques mois de 2 événements majeurs, hein, puisque vous le savez que c'est le 80 ans du débarquement, donc ça résonne doublement avec la genèse que j'évoquais au début de MOO, et puis les Jeux Olympiques, puisque comme vous le savez tous et toutes dans cette salle, Paris va accueillir 100 ans après 1924, encore une fois, les Jeux Olympiques ici, et puis il y a plein de choses qui vont se passer en Normandie. Alors pour un peu illustrer en tout cas ce que vous croyez, je vais vous lire un petit texte que vous pouvez trouver à l'intérieur, à l'entrée du gymnase. Alors, le sport crée des liens, sublime le collectif, transcende les différences, rassemble les générations, les cultures. Le sport apprend des échecs, des défaites, des victoires. Le sport éveille, éduque, motive, mobilise, inspire. L'audace, l'engagement, la créativité, le courage. Le sport nourrit les rêves et les souvenirs. Le sport donne des ailes et des racines. Il accueille des émotions, des joies, des rires, des larmes. Le sport équilibre, protège, guérit, renforce, libère les esprits et change la vie. Et ce texte-là, on l'a écrit avec un partenaire. Et dans le monde du sport, vous savez, il y a vous les pratiquants, vous les fans, il y a évidemment les athlètes, on va en accueillir un exceptionnel ce soir. Il y a tous les gens qui travaillent dessus, donc le staff, les coachs, les médecins, les kinés.
les gouvernements, parce qu'il y a aussi plein de choses que font les collectivités, etc. Et puis il y a aussi les sponsors qui sont importants. Et on a la chance, nous, d'avoir parmi nos mécènes, donc parmi les entreprises qui ont donné de l'argent pour permettre à ce projet de naître, d'avoir quelqu'un qui est un acteur historique du sport. Moi, quand j'étais tout gamin ou quand je tapotais la balle orange, moi aussi, et c'était un des sponsors emblématiques de l'ANM Évreux. Et donc j'ai le plaisir de laisser la parole à Stéphanie Blaise du Caisse d'épargne Normandie. Je vais l'accueillir doublement. Je lui dis qu'il ne fallait pas que je me plante. Et voilà. Merci Olivier, Caisse d'épargne, effectivement. Alors ce qui nous unit avec le mot, c'est cette ambition d'être un accélérateur des transitions dont notre société a besoin. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne, c'est la première banque française labellisée Bicorp. C'est aussi une entreprise à raison d'être. Ça veut dire que notre modèle d'entreprise repose sur le principe d'avoir un impact positif sur la société. Et dans tout ce que nous faisons pour avoir un impact positif, il y a effectivement le soutien au sport, parce que le sport, c'est d'abord un vecteur de santé. On sait aujourd'hui que la lutte contre la sédentarité est un véritable enjeu de santé publique. C'est même un enjeu de performance économique de nos entreprises, puisque notre système de santé est financé par le travail. Et puis le sport, c'est aussi un formidable vecteur d'inclusion pour les valeurs que tu as citées, qui sont dans le texte que vous a lu Olivier. Et le sport, finalement, à travers ces valeurs, c'est un peu l'école de la vie. C'est des valeurs qui sont le socle du vivre ensemble, pour vivre en société, mais aussi pour travailler en entreprise, en fait. Donc un vrai vecteur d'inclusion dans notre société et dans les entreprises. Alors cet engagement en faveur du sport, il ne date pas d'aujourd'hui, il est même historique, tu l'as dit. À titre d'exemple, on est partenaire du Comité national olympique et sportif français depuis 2009. On est partenaire de la Fédération de basket, des équipes de France de basket féminine, masculine depuis 2014. Partenaire du hand français, Fédération Équipe de France depuis 2015. Et en 2018, on a été la première entreprise française à nous engager comme partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais aussi comme parrain officiel du Relais de la Flamme, une flamme qui arrivera d'ailleurs en Normandie par le Calvados le 30 mai prochain à Caen. C'est dans 185 jours exactement, j'ai compté, et je pense que ça va être une journée assez extraordinaire. Donc quand Olivier nous a proposé aujourd'hui de nous associer à un basketteur internationalement reconnu pour parler d'inclusion ici au MOO, forcément on a dit un grand oui. Donc merci pour cette sollicitation et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Stéphanie. Il y a aussi une super initiative qu'on fait avec la Caisse d'épargne qui a un prix qui s'appelle Normandie for Good, où on récompense des initiatives à un impact positif et dont la cérémonie a lieu mi-décembre, le 18, si je ne dis pas 19, pardon, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc maintenant vous l'avez attendu, vous l'avez aperçu, donc je vous demande d'applaudir Monsieur Ronny Turiaf qui montre. Je tiens à m'excuser, mais je ne savais pas que j'allais être en retard. C'est parce qu'en fait, j'étais à l'école. Donc, juste pour que vous sachiez, j'étais à l'école et... Non, on va en parler un petit peu. Donc, mille merci, Ronny, publiquement. Tu l'as remercié plusieurs fois avant d'avoir accepté ça. Je le dis pour vraiment que vous mesuriez l'engagement, un peu la personnalité de Ronny. C'est que, donc effectivement, on va en parler après, il a repris les bancs de l'école et demain, il va reprendre le train de 4h50 du matin pour retourner en cours. Donc, il vient exprès pour passer ce moment avec vous. Donc, je veux le remercier encore avec pour plaisir. Ça. Donc Ronny, alors on a vu tes images. On a beaucoup d'entre nous connaissent ta carrière. Je pense qu'on se demande tous un petit peu quel est le point de départ, comment le jeune antillais, enfant, comment t'es arrivé sur ce chemin et à quel moment t'as compris que t'allais avoir un destin un peu hors du commun? Déjà, avant de commencer, je veux dire deux choses. C'est une de mes plantes préférées, la zébrina, déjà. Donc je suis hyper à l'aise, premier.
Et deuxième chose, est-ce que je pourrais avoir une veste sur mesure avec Mo? Parce que je vous vois depuis tout à l'heure, tout le monde là. Je les vois derrière, avec la veste. On peut voir éventuellement. Je pense qu'Eva éventuellement peut te prêter la sienne, mais peut-être il y a un problème de taille. Ouais, mais il faut que je perde du poids là. Mais bon, je tiens à dire ça devant Eva, tout ça. Une petite veste, je serais content. Voilà, c'est bon, on a rigolé, c'est bon, on peut partir dans les vraies choses. Sincèrement, est-ce que vous me permettez, du moins, à quel degré vous voulez que je vous dise la vérité en fait, honnête? Vous voulez que je sois à 100% honnête ou pas? Ok, avec plaisir. Donc en fait, moi, j'ai jamais voulu être basketteur, sincèrement. Je me suis réveillé à l'âge de, je pense que j'avais 14 ans. Et je sais pas pourquoi, et vous allez peut-être pas me croire, mais en tout cas, c'est la vérité. Je me suis réveillé, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Je me sentais bizarre. Je me suis retrouvé dans une situation inhabituelle avec mes camarades de classe, mes camarades. Et mon père qui ne venait pas chez moi à cette époque pendant la journée. Je crois que c'est la seule fois où il est venu chez moi, puisque mes parents se sont séparés à l'âge de 8 ans. Il est venu à la maison pendant la journée et il a découvert que j'ai fait une bêtise. Et voilà, bref, on s'est fâchés. Ça a commencé à partir un petit peu de manière caricaturale entre un père et un fils où il y a des bêtises qui sont faites. Et ce moment-là a été le moment déclencheur parce qu'à partir de ce moment-là, je jouais au foot juste avant. Et à partir de ce moment-là, mon père, on a décidé d'un commun accord de me mettre au basket. Et ça a été arrivé parce que ma mère, elle est venue en vacances à Bordeaux. Et en fait, on n'avait pas assez d'argent pour que ma mère, ma sœur et moi partions en vacances. Donc je suis resté avec mon père. Et j'ai dû aller faire une sorte de, je ne sais pas comment ils appellent ça, un camp de, c'était pas encore un camp de détection, c'est un camp pour les enfants défavorisés. Et il fallait faire une visite médicale. Et quand je suis allé faire la visite médicale, le médecin a vu que l'os du poignet me mettait à la future taille de 2,05 m ou 2,06 m. Et il a dit à mon père, un jour, vous devriez le mettre au basket. Et en fait, c'est grâce à ce médecin qui a dit ça à mon père, qui m'a dit, je pense qu'on va te mettre au basket. Et je suis tombé au basket et je suis tombé amoureux de mon premier entraîneur, qui s'appelle Monsieur Saint-Ange-Vébob. Et c'est à travers lui que j'ai commencé à penser au basket. Parce que j'étais vraiment très nul, je n'arrivais pas à mettre un lay-up main gauche. La base du basket, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je ne me suis jamais considéré ou je n'ai jamais senti que j'étais spécial en fait. La seule chose que j'avais ou que je savais que j'avais de différent des autres, comme vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Ça vient de manière naturelle, je pense que c'est de ma famille que je tiens ça. Et donc c'était mon point fort et je me suis dit, vas-y, on joue au basket. Et avec un peu cette insouciance d'enfant qui a envie d'aider sa famille financièrement, qui a envie de s'en sortir, de sortir de cette trajectoire et qui est un petit peu prédestinée avec les éléments du puzzle qui sont mis sur l'échiquier, j'ai décidé de voir où le basket allait m'amener. Et je dis souvent ça aux gens, mais les gens ils ne me croient pas. C'est une série de décisions que j'ai prises. Quand au bout de 10 mois, on me dit « Est-ce que tu veux venir à Paris pour intégrer les rangs d'un institut français ?» Je dis oui, mais mes parents aussi disent oui. J'ai toujours voulu voyager parce que j'habitais en HLM et j'avais l'aéroport en face de ma fenêtre. Donc j'ai toujours voulu voyager. Donc je me dis, j'ai pas envie de rester en France. J'ai envie de partir aux États-Unis. Comme par hasard, il y a un mec qui me voit au fin fond de la Croatie, qui me dit de venir. Je me retrouve là-bas. En fait, c'est une série je me retrouve dans des endroits jusqu'à aujourd'hui. Quand je voyais les images, j'avais des émotions parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, tu as joué en NBA en fait. Donc pour moi, c'était juste une épopée, quoi. Donc assez tôt, tu t'es dit que tu allais en faire ton métier. En tout cas, c'était un moyen de... 100%, 14 ans. 14 ans. Une fois que je suis arrivé à l'entraînement, mon premier coach que je vois, je me suis dit, c'est ça en fait. C'est ça, parce que je me suis retrouvé pour la première fois dans un environnement où je me sentais à l'aise. Pourquoi? Parce qu'à l'âge j'ai grandi, je faisais 1,65 m à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé à faire 1,98 m ou un truc comme ça. Et en fait, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde, tout le temps.
ah, t'es trop maigre, t'as trop d'énergie. J'avais 1 an d'avance, donc les gens se moquaient de moi, t'as 1 an d'avance. Et donc, j'avais toujours ce sentiment de, mais en fait, partout où je vais, les gens ne m'aiment pas, en fait. Je ne comprends pas. Et quand je suis arrivé en HLM, c'est la première fois où j'ai vu des gens qui m'acceptaient pour qui j'étais, en fait. Ah, t'es juste Ronnie. Ah, t'es le nouveau gars, t'es cool, t'as de l'énergie. Je me suis dit, mais partout ailleurs, les gens ne m'aiment pas, ils m'aiment pas. Et eux, ici, ils m'aiment. Mais on ne faisait pas de sport, on jouait au foot un peu. Et quand je suis arrivé au basket, je me suis dit, waouh, ils sont grands, ils me trouvent cool. Et mon entraîneur, c'est lui, quand je l'ai vu, il y a eu une connexion qui s'est passée. Et je me suis dit, ben, on va faire, c'est ce qu'on va faire et je vais tout sacrifier pour y arriver, quoi. Mais c'est une décision que j'ai prise, ça c'est sûr. Et donc tu arrives à l'INSEP, hein, qui est un peu l'antichambre des futurs superstars du sport français, en particulier du basket. Donc tu as quoi, 15 ans, 16 ans? Ouais, 15 ans. 15 ans. Et donc là, tu te retrouves... J'arrive juillet 98. J'arrive à Clignancourt. Depuis les Antilles? Depuis les Antilles, je me dis, wow, c'est cool et tout. L'équipe de France gagne, tout ça, c'est magique. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est beau. Et après, il commence à faire froid. Ouh, c'était dur. C'est encore dur là, je sais pas comment vous faites. Il fait trop froid. Bref, excusez-moi, non, sois rien sérieux. Donc là, tu arrives à l'INSEP. Alors c'est difficile à imaginer, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu étais tout maigre. Hein. Tu n'étais pas encore le colosse d'aujourd'hui. Tu as déjà une génération exceptionnelle, hein, parce que c'est peut-être la plus grosse génération, en tout cas du basket français, avec Boris Dio, avec Tony Parker, avec qui tu vas passer des années dès le plus jeune âge, en fait. Et à ce moment-là, comment parce que là, ton entraîneur, il dit quand même que la première fois qu'il te voit jouer, même si tu commençais le basket, tu avais quand même une sorte de skills, que tu avais Excuse-moi de t'interrompre, mais non, en fait. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, je n'étais pas le plus talentueux, en fait. Non. Et aussi, il faut que je vous donne le contexte. J'ai toujours eu... En fait, je suis en cours en ce moment, et il me pose beaucoup de questions sur le leadership, les gens qui ont compté pour toi, et tout ça. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai eu extrêmement de chance d'avoir des entraîneurs hyper charismatiques avec qui j'ai eu une connexion émotionnelle qui allait au-delà de juste le coach qui dit « ouais, vas-y, fais ci, fais ci, fais ça ». Donc, à l'âge de 14 ans, quand j'ai commencé, j'ai eu un super coach, militaire, discipliné. Quand je suis arrivé à Paris, Lucien Legrand, militaire, discipliné, faites des pompes, oui monsieur, non monsieur, nanana. Et donc, ça a été pour moi la base de comment les choses doivent être faites. Il y a une hiérarchie, il y a un respect, il y a des consignes qui sont prodiguées, on applique les consignes et on se tait en fait. Donc quand je suis arrivé à Paris, personnellement je suis perdu. Les repères complètement différents de la Martinique. Je ne comprends pas comment les gens fonctionnent, comment ça se passe. Mais je me trouve dans la même classe que Tony Parker et Boris Dio. Et en fait, dès le début, il y a une synergie qui se passe parce que tu as des personnalités qui sont totalement différentes, mais qui sont particulières, vraiment, qui sont singulières à la fois. Et on est dans la même classe, donc obligatoirement, on s'assoit les uns à côté des autres. Et en fait, dès le premier jour, Boris, je crois que c'est la première personne que je rencontre quand j'arrive. Et c'est lui qui me fait découvrir la France. Tony me fait découvrir les États-Unis. Et donc, c'est une appréciation de l'être humain. Et c'est des rêves communs qu'on se partage. Tony qui a des rêves complètement hallucinants. Il me parle des NBA, tout ça. Je dis, mec, moi, j'avais pas la télé chez moi, frère. J'ai pas vu les matchs. Je sais pas de quoi tu parles. Tu vois, il y a aucune... je sais pas, Boris qui a fait l'école Montessori, donc le mec qui est passionné de photos, intelligent, déjà, qui te parle, qui comprend tout facilement. Tu as l'impression que il marche sur l'eau, quoi. Il a des facilités, mais fulgurantes. Et tu as celui qui est au milieu, qui est un petit peu grognon, qui est un peu perdu, mais il a plus d'énergie que tout le monde. Et je pense que ça a été une sorte ouais, je me répète, mais d'appréciation de nos différentes personnalités. Le coup de foudre. Et donc 2 ans après, c'est un grand moment parce que vous remportez le titre à Zadar. Hein. Donc ça, c'est ton premier titre, en tout cas majeur directement, qui est un peu clé. Et alors à ce moment-là, quel moment tu te dis, parce que bon là, on est encore loin, donc l'INSEP, c'est incroyable, premier titre incroyable.
à cette époque-là. Bon, aujourd'hui, on suit tous Wembanyama et compagnie, et puis vous avez tellement ouvert le chemin que ça paraît une évidence. Mais moi, quand j'étais basketteur, la NBA, c'était quasiment impossible. Il y avait Olivier Saint-Jean, Tariq Abdul-Wahad, qui étaient plus ou moins dans les mêmes années, qui avaient un peu commencé à montrer le chemin. Mais à quel moment tu t'es dit que finalement, donc il y avait Tony, effectivement, qui avait ses rêves, depuis qu'il avait 14 ans, 15 ans, depuis sa Normandie, ici, il bassinait tout le monde sur son ambition. Toi, à quel moment tu t'es dit à ce moment-là que c'était un chemin que tu pouvais prendre, où tu te disais... Non. Moi, j'ai vraiment pensé à ça quand j'avais 21 ans, en fait. Vraiment. Moi, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je suis un late bloomer. Je suis une fleur qui fleurit un peu plus tard que les autres. J'en ai conscience. J'ai des facultés de compréhension pour beaucoup de choses, mais j'aime bien prendre mon temps. Et surtout, quand j'étais dans ce domaine qui était le basket, j'ai toujours su que même si je ne me considérais pas comme spécial, j'ai eu cette faculté, et ça je remercie mes parents, je remercie mes coachs, c'est de savoir que j'étais différent que les autres, donc il fallait que je trace ma route. Donc quand j'ai 17 ans, j'ai mon bac, et je me dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors de l'INSEP ? Est-ce que je suis prêt ? Pas forcément, donc je décide de rester à l'INSEP. Je fais un BTS action commerciale, parce que j'adore le commerce, j'adore la compréhension. Donc je travaille à la fédération le lundi, du lundi au jeudi ou au mercredi, et je m'entraîne comme tout le monde. Et après, j'allais pas trop à l'école aussi, mais j'ai préparé mon année. Je lisais des bouquins en anglais alors que je comprenais rien. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Le succès est un choix d'un coach de basket qui s'appelle Rick Pitino. Donc j'ai préparé mon année pour, à 18 ans, je pars aux États-Unis. Et ça m'a valu quelques petits pics, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout démocratisé de dire que tu voulais partir aux États-Unis. Donc j'ai fait face à ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait de la peine un petit peu, mais ça faisait partie de la vie. Et donc moi, je me suis dit, je suis différent des autres. J'ai commencé beaucoup plus tard. J'ai pas forcément 100% confiance en moi. J'ai envie de partir aux États-Unis, d'apprendre une langue, de continuer à faire mes études. Ben, c'est les États-Unis. Et là, encore une fois, je tombe sur un coach avec qui j'ai une connexion qui est... franchement, c'est n'importe quoi. Dès le début, je le rencontre, coup de foudre. Et ça a été un choix, je l'ai suivi. Et pareil, j'arrive aux États-Unis, je suis perdu, encore une fois. C'est un éternel recommencement. Tu arrives et tu reprends à la base, tu te cherches et tu as un point d'ancrage. Je parle souvent de point d'ancrage. C'est important d'avoir quelqu'un ou des gens ou quelque chose qui nous permet de rester ancré au sol, de ne pas partir un petit peu trop tôt, trop dans les airs. Et j'ai eu cette personne qui, grâce à elle, je suis resté ancré. Et j'ai survécu 4 ans aux États-Unis. Et surtout, encore une fois, j'ai survécu la tempête de neige la plus forte. Il faisait moins 15, moins 20. Et franchement, là, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, je pars. Et heureusement que ma mère, elle était là, sinon j'aurais arrêté. Parce que franchement, c'était trop Donc fort. là, tu es à Gonzaga, 4 ans. Donc à l'époque, c'est pionnier. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, encore une fois. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient connus, mais il y en avait quand même pas mal. Tu vois, il y a eu Karim Sochu à Fordham. Il y a eu Mathieu qui a joué à Wichita State. Tu as eu Olivier, bien sûr. Il y a David Frigo. Moi, moi aussi, je parle de Jérôme Moïseau qui a joué à UCLA aussi. Ouais. Donc, il y en a eu, mais c'était pas démocratisé comme maintenant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On parle de choses qui, il y a plus de 20 ans. Ouais, on recevait les cassettes à l'époque. Tu vois, donc c'était compliqué, mais on savait un petit peu que chacun était parti, avait tenté sa chance. Ça nous est rêvé. C'était vraiment, il n'y avait aucune proximité avec les États-Unis. Donc pour nous, c'était quelque chose de loin, de féerique. On ne pensait pas que ça allait être possible et c'est arrivé. Et je suis content d'avoir passé 4 ans là-bas. J'ai vécu des choses inoubliables. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc là-bas, il faut replacer dans le contexte. Aux États-Unis, tout est fait pour que le sport soit possible. Donc là, le cursus est adapté. Donc tu as vraiment un cursus dans l'équipe universitaire officielle de l'université où là, ça te permet de suivre tes études beaucoup plus facilement qu'en France où ça reste encore, même 20 ans plus tard, toujours une vraie galère et pas totalement adapté. Alors quand tu es à Gonzaga... Donc, je ne l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Non, mais c'est la réalité. On est là pour dire 100% des choses, on va dire. J'ai demandé avant. Donc là, quand tu es... voilà, tu as fait la première étape, donc tu viens en métropole. Déjà, l'INSEP, c'est dingue. Gonzaga, et quand tu es à Gonzaga, tu commences à te dire, bon, la NBA, finalement, c'est pour moi ou tu... Ouais.
Ouais, je commence à me dire vraiment, c'est à 21 ans, en fait. Tout le monde me pose la question. Déjà, ma deuxième année, j'avais 20 ans. Ils me disent, Ronnie, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu pars? Je dis, moi, je sais pas de quoi tu parles. Et à l'époque, voilà. Et donc, je reste. Et à 21 ans, je finis ma saison. Et là, je reçois, mais mon téléphone, il sonne tout le temps, tout le temps. Je dis, mais pourquoi les gens m'appellent? Ah, mais tu fais quoi? Les agents, les ceci, les cela. Et je comprends pas, en fait. Et les gens, ils me disent, mais tu fais quoi? Et là, je dis, mais la NBA, tu pars ou tu pars pas? Et c'est là où je dis, mais en fait, ah ouais, vous pensez que je suis prêt, je suis chaud? Et là, je me rappellerai toujours. Donc, je pose un peu de questions à Tarek Abdelouad, à Jérôme Moïseau. Et moi, je me rappellerai toujours Jérôme Moïseau, qui est un homme de très peu de paroles. Je l'appelle et je lui dis, est-ce que je peux te poser une question? Il me dit, ouais, ok, vas-y. Je lui dis, comment tu savais à quel moment c'était bon pour toi de partir en NBA ou pas? Et il me dit, Ronnie, tu penses que tu es prêt ou pas? Je dis, franchement, non. Il me dit, voilà, t'as ta réponse. Je dis, bah, merci beaucoup, passe une bonne journée. Tu vois, j'ai commenté, ok, vas-y. Et en fait, pour moi, ça a été complètement, ok, je suis pas prêt. Et donc, encore une fois, je suis resté 1 an et je me suis préparé pour être prêt. Et donc, pour moi, à l'âge de 22 ans, quand j'ai fini mon cursus, il y avait 0 doute dans mon esprit que j'étais prêt à intégrer les rangs de la NBA et ou faire carrière professionnelle en Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à la base de base, pour moi, c'était juste aider ma famille financièrement. Que ce soit en Russie, sur la Lune, planète Mars, c'est vraiment aider la famille. Donc j'étais prêt à aller n'importe où et faire limite n'importe quoi Pour y arriver. dans le sens concret pour y arriver, quoi. Et donc là, comment ça se passe? Donc tu rencontres, j'imagine, tu as les scouts, donc des clubs NBA qui viennent te voir, avec qui tu discutes, et sous cette petite période de transition, comme tu le sens bien, donc la draft, hein, vous savez, je pense qu'il y a pas mal de fans de basket, d'après ce que j'ai compris dans la salle, donc c'est le moment où les clubs choisissent leurs joueurs, hein, donc ils ont une loterie qui est affectée, et chaque club a un ordre dans lequel il va choisir les joueurs, donc à ce moment-là, tu commences à discuter avec des franchises, et tu commences à avoir un peu de confiance, de te dire... Ouais, j'avais confiance. Après, tu sais pas exactement où tu vas, mais il y a un truc que j'aurais aimé partager par rapport à ce processus, car beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce processus. On voit souvent les sportifs comme les sportifs, ceci, cela. Mais en fait, un exemple tout simple, c'est que les gens ne savent pas que nous, dans ce processus, il y a des interviews. On passe des interviews avec notre futur employeur. Donc il y a toute une partie de face à face qui est presque autant importante que ce que tu produis sur le terrain. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle les Los Angeles Lakers m'ont choisi, c'est parce que lors de notre... Et c'était la première équipe avec qui j'ai fait l'interview. Lors de notre interview, et on parle pendant une demi-heure, 45 minutes, ça se passe très bien. Et à la fin, ils me disent est-ce que tu as des questions pour nous? Et là, moi, je le regarde et je dis ouais, j'en ai une en fait. Mais là, je suis venu, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans cette draft, dans cette sélection de joueurs, on va dire, pour faire plus facile? Ils me disent on recherche un joueur qui fait 2,8 m, 110 kg, qui a de l'énergie, qui a nanana. Et je le regarde et j'ai fait... Et là, je le vois sur le coin. Ah, bien joué. Ah, celui-là est différent. Et en fait, quand on voit la culture, et là, on peut extrapoler sur le monde du business, sur le monde du sport, quand on voit la culture des Los Angeles Lakers, ce sont tous des joueurs qui sont différents, qui ont cette chose différente qui n'est peut-être pas palpable. Et donc, pour moi, c'est des choses qui sont aussi importantes de véhiculer pour les gens qui ne savent pas par quoi nous, on passe. Et qui ne voient que le résultat, les 90 minutes sur le terrain ou les 40 minutes pour nous au basket. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière qui sont très similaires avec ce que des gens peuvent faire face dans leur domaine du business. Donc c'est important pour moi de le dire. Ouais, sachant qu'effectivement aux États-Unis, ils accordent beaucoup d'importance à ta personnalité parce qu'ils vont parier sur toi sur le long terme, donc ils veulent mesurer ta stabilité émotionnelle, ton entourage, clairement, ta motivation, etc. Donc là, le rêve prend forme, hein, donc on démarre aux Antilles et puis là, on arrive dans peut-être un des clubs les plus légendaires du sport, quel que soit le sport. Hein. Donc les Lakers, on a tous rêvé de Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, et donc là, t'es drafté du coup, t'arrives aux Lakers, et là, épisode de vie, encore une fois, donc c'est la joie, hein, tu passes
test médical. Donc là, tu es proche du Graal que tu cherches depuis 15 ans. Et là, moment de vie incroyable. Donc on détecte une malformation cardiaque et tu dois passer sur le billard. En gros, soit tu passes sur le billard tout de suite et peut-être tu peux continuer ta carrière ou sinon il faut que tu arrêtes ta carrière et tu dois prendre les médicaments jusqu'à la fin de tes jours en gros. Ouais, t'as tout résumé, mais c'est complexe parce que t'as travaillé, j'ai travaillé, faut pas que je dise ça. Tu as travaillé, tu as sacrifié 8 ans de ta vie. Pas de vacances, rien. Tu te dis que tu as gravi ta montagne, tu es arrivé là où tu devais arriver, tu signes ton contrat, tout se passe bien. Et là, on te dit ça. Et donc, il y a un certain choc émotionnel qui se passe. Mais tellement je suis dans l'action, tellement j'étais dans l'action, je ne réalise pas ce qui se passe. Je réalise l'ampleur, mais je ne réalise pas forcément tout ce qui se passe. Mais c'est une déception totale. Mais la déception totale, je pense sincèrement qu'elle m'a affecté pendant peut-être 45 secondes, je pense. Parce que j'étais tellement motivé, tellement déterminé que j'étais prêt à mourir pour réaliser ce que je voulais faire. Et pour remettre dans le contexte, j'ai rencontré mon chirurgien. Et c'est grâce à lui aussi que je n'ai pas douté. C'est parce que mon chirurgien était une personne complètement décalée. Le mec, cheveux grisonnants, je le rencontre, il me dit « Ouais, moi, je fais les trucs comme ça, les chirurgies, ouais, mais j'ai besoin de rester seul, je pars traquer les loups pendant 2-3 mois pour revenir à moi-même. » Et moi, je le regarde, je dis « Mais j'aime ça, tu vois, j'aime ça. » Et je le regarde, je me rappelle tout le temps, je le regarde, je dis « Mais tu sais que si tu te rates, tu auras des problèmes. » Et il me regarde, il me dit « Mais je ne vais pas me rater. De quoi tu parles? Écoute-moi. » Et là, on met un plan en place. Et donc, si la personne qui est en face de moi, qui va m'ouvrir le truc, me mettre littéralement à cœur ouvert, me dit « Écoute, voilà le plan. » Et en fait, on avait un plan, on est resté sur le plan, et il m'avait dit que 3 mois après, j'aurais pu recommencer un petit peu d'activité. 3 mois, jour pour jour, je l'ai rappelé. On a fait notre check-up, machin, il m'a dit « Ok, banco, vas-y. » Et donc, je le remercie, 2. Et je remercie aussi Dr. Buss, qui est l'ancien propriétaire des Los Angeles Lakers, qui a payé pour mon opération. Ouais, donc là, un comportement incroyable de la franchise, hein, puisqu'à ce moment-là, personne ne sait vraiment si tu vas pouvoir vraiment reprendre le basket. Et eux, ils misent sur toi, comme tu dis, la culture de la franchise qui est assez incroyable. Et puis avec, je trouvais un moment qui était forcément émouvant, parce que c'était... ce qui était assez frappant, c'est que Boris, Tony, ils disent, en gros, ils sont convaincus à 150% que tu vas revenir. Il y en a plein en France qui se disent, oh putain, là, par contre, ça va pas le faire, parce que c'est quand même une grosse opération. Et puis, 3 mois après, 4 mois après, tu reviens aux Lakers. Et là, le rêve continue. L'histoire commence. L'histoire commence, exactement. Ah, l'histoire commence, et c'était une épopée magique. Et c'est pour ça, aussi, il faut que vous sachiez aussi sur les vidéos, quand je jouais pas, je buvais du café sur le terrain. Donc, quand vous me voyez sauter tout ça, c'est que j'ai beaucoup de caféine à l'intérieur de moi. Juste pour, ce n'est pas une publicité, non. J'aime le café, donc j'en buvais sur le côté. Donc c'est pour ça que j'étais chaud. Bref, restons sérieux. Donc oui, donc les Lakers, donc là, franchise, exceptionnelle, et là tu commences ta carrière. Je commence bas, et c'est pour ça que je parle de cet éternel recommencement, parce que j'arrive à Los Angeles Lakers. J'arrive, je reviens, ils sont tous contents que je sois là, ça se passe très bien. Et là, il y a Phil Jackson qui dit mes premières années, donc on était 4, ils disent mes premières années, ils sont en dessous des excréments des dans les journaux. Phil Jackson, c'est le coach, des voilà, excuse-moi, le coach. Ouais. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'excrément des baleines, c'est ce qu'il y a vraiment tout au fond. Donc moi, à ce moment, il dit ça dans les journaux, et moi, je lui dis, mais au moins, je peux faire qu'à monter. Et là, il me regarde, il me fait,
Je fais OK, c'est bon. Et donc en fait, il nous mettait vraiment plus bactère pour qu'on comprenne. Et humilité, les gars. Vous venez d'arriver, apprenez, on a confiance en vous, on croit en vous, faites les choses bien. Et ça a été pour moi une sorte de deuxième chance de pouvoir intégrer cette équipe et d'avoir le luxe de ne pas jouer, mais d'observer. Et donc je suis arrivé au mois de janvier parce qu'ils me protégeaient, ils avaient un petit peu peur que je reprenne trop tôt, que voilà, bref. On a dû mettre des prothèses pour me protéger, pour que je prenne des coups, parce que le basket c'est quand même physique. Et donc il y avait ce sentiment d'amour, cet amour un peu authentique ou un petit peu dur, mais de prendre soin des gens qui comptent pour nous. Et donc pendant 2 mois et demi, j'ai fait que regarder et absorber tout ce qui se passait, et pour ensuite jouer et commencer mon épopée avec eux qui a duré 2-3 ans. Donc là, tu fais une finale. Mm-hmm. Incroyable. Donc encore une fois, chemin, enfin, le petit Ronnie des Antilles qui fait une finale NBA. Alors malheureusement, la première, elle est perdue. Mm-hmm. Et donc là, tu commences ton chemin, donc où tu as, je pense, dans une carrière, une chance incroyable de pratiquer, enfin, de côtoyer peut-être que des Hall of Famers, hein, des gens qui sont dans l'histoire du sport. Kobe Bryant, on le connaît tous avec son destin tragique. Après, tu as Steph Curry dans l'ordre. Steph Curry, LeBron, Carmelo Anthony d'abord, Ouais. Amar'e Stoudemire, LeBron James, Chris Paul, Blake Griffin. Après aussi d'autres joueurs comme John Wall, ils sont un petit peu en dessous, Et puis ouais. les Tony Parker, les Boris Dio, etc. Bien Donc sûr. qu'est-ce que tu as? Donc tu as côtoyé des gens qui vont être dans l'histoire vraiment du sport. Au quotidien, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as vu des points communs? Est-ce qu'il y a des choses qui te servent encore aujourd'hui de ces champions exceptionnels hors normes? Oui, c'est sûr que jusqu'à aujourd'hui, j'applique certaines des leçons que j'ai vues. Mais après, si je devais dire un petit peu le facteur commun qu'ils ont tous, c'est cette détermination de continuellement progresser. Pour eux, ce n'est jamais assez de s'arrêter là où ils sont, sans dénigrer ce qu'ils ont accompli, hein, mais ils veulent toujours progresser. Et souvent, ils te disent qu'ils essaient d'être meilleurs juste 1%. Et 1% tous les jours. Et ça peut paraître un petit peu cliché de dire ça, mais si on voit les meilleurs joueurs qui ont accompli de grandes choses travailler sur une petite technique quotidiennement, en fait, sur toute une année, on se rend compte que les progrès sont exponentiels. Et moi, je me rappellerai très souvent de Kobe qui disait que si je m'entraînais 3-4 heures de plus que les autres sur un jour, c'est pas beaucoup plus. Mais sur 4, 5, 6, 7, 10, 15 ans, c'est impossible qu'il me rattrape. Et donc, en fait, ils avaient tous cette petite voix intérieure qui les poussait à vraiment étendre leur talent et continuer à pousser, quoi. Toi, tu as vraiment vu Kobe, c'est pas une légende, à 6h du mat, bosser comme un malade tout seul. Ouais, je l'ai vu, oui, c'est sûr que je l'ai vu, mais après, je l'ai vu aussi, parce que pour moi, c'est important, parce que c'est quand même quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est important de dire que j'ai vu aussi le Kobe qui danse avec ses filles. J'ai vu le Kobe qui m'appelle à 2h du matin pour me dire de venir boire un milkshake pour parler stratégie. J'ai vu le Kobe qui ne sait pas jouer à un jeu de cartes. Donc, un amoureux de la vie, quoi. Voilà, il y a vraiment... Et c'est pour ça que je parle souvent de parler de ce qui se passe derrière. Parce que je ne dis pas que tu l'as fait, mais souvent parler que d'un aspect de cette personne, c'est très bien. Mais il y a aussi plein d'autres aspects. Et pour moi, c'est ce qui rend justement Kobe encore plus beau. C'est qu'on se focalise sur ça, mais il a fait ça, plus autre chose. Et c'est pour ça que ces gens-là qui ont cette faculté de concentration, de compartimentalisation des choses, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et cette capacité incroyable de rebondir après les échecs, les défaites et jamais accepter. Bon, ça fait partie du truc. Hein. On sait sait qu'on va gagner, on va jamais gagner tous les matchs, on va jamais tout gagner. Donc je pense que l'échec fait partie de notre quotidien en fait. Et donc je n'amoindris pas l'échec, hein, parce que quand on parle des finales, je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui,
Le fait d'avoir perdu la finale en 2008, j'y pense encore. Mais on le voit comme une opportunité d'implémenter des solutions. Et donc nous, on est très basé sur trouver des solutions à des problèmes. Donc ouais, le rebond, on n'a pas le choix de toute façon. Alors bon, vas-y, on y va. La vie continue, quoi. Et comment tu gérais un peu, donc on connaît un peu le star system, un peu la pression médiatique. Est-ce que c'est toujours quelque chose où tu as regardé ça avec beaucoup de recul, ou est-ce que c'était simple pour toi que tu as été quand même exposé de part? Il y a vraiment pour moi deux types de carrière NBA, quoi. Si là, tu as été vraiment dans des franchises ultra emblématiques, dans des grandes villes où tu as une pression, où c'est vraiment Hollywood, etc. Alors c'est moins le cas quand tu es à Utah, c'est quand même un peu plus zen pour Rudy à l'époque, etc. Est-ce que toi, comment tu as vécu ça un peu cette... Moi, j'aime ça, moi. T'aimes ça? Ah ouais. La lumière, là. Moi, j'aime ça. C'est showtime. Non, la pression, en fait, ça n'a pas du tout été un problème. Ce qui a été un gros problème pour moi, ça a été de gérer les relations humaines hors du terrain. Ça a été extrêmement dur pour moi. Pendant que je jouais. Une fois que j'ai arrêté, j'ai relâché un peu la pression, parce que tu es tellement sous pression tout le temps qu'en fait, tes relations humaines prennent un coup, quoi. Proches et moins proches. Par exemple, des fois, avec les fans, les gens qui adoraient ce qu'on fait, si ça se trouve, je me suis embrouillé avec ma mère à 14h, je t'ai rencontré à 14h14, tu m'as pas dit bonjour, alors que ma mère m'a donné des tapes sur la tête quand j'ai pas dit bonjour aux gens, donc j'ai un trauma de dire bonjour, donc c'est important, et tu me dis pas bonjour. Ouais, je photo, s'il te plaît, ouais, tu dis quoi là? Et donc là, moi, je fais quoi en fait? C'est qui réagit? C'est l'être humain ou c'est le sportif de haut niveau? Et pour moi, c'est ça qui a été dur à gérer. C'est à qui que je dois dire je sais pas, vas-y. Ouais, bonjour. Donc c'est ça en fait. C'est cette incompréhension de... Et avant, je comprenais pas, mais maintenant, je comprends pourquoi les gens ils ont des gardes du corps. C'est juste pour ne pas avoir à gérer ça. Je comprends. Non, moi, je n'ai jamais eu, tu vois. Mais après, je dis, pourquoi tu as un garde du corps? Mais là, je comprends, en fait. Oui. Quand tu as à gérer ça, après, moi, je ne suis pas du tout une star. Hein, c'est mes amis, j'ai vu mes amis. Hein. Pourquoi tu as un garde du corps? On peut marcher, frère. Ah non. Tu essaies d'éviter d'avoir des interactions quand tu ne sais pas comment gérer. Donc voilà. Donc ce qu'on imagine moins, c'est que pour la personne, c'est la première fois qu'il te parle, mais toi, c'est peut-être la 50e fois que ça t'arrive dans la journée, c'est l'accumulation. Et c'est ça, en fait. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos têtes, parce qu'en fait, c'est ce que je disais à un pote hier. Pendant 18 ans, je me suis réveillé approximativement entre 7h30 et 8h30. Je suis rentré chez moi en général vers 22h, entre 22h30 et 23h30. Depuis le moment où je fais ting jusqu'à le moment où j'ouvre chez moi, toute mon attention est portée sur le basket. Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Ouais. Et c'est ça qui a été pour moi la chose la plus difficile à gérer. Okay. Comment gérer ça? Mais bon, bref. Et donc là, tu l'as évoqué un petit peu. Donc Phil Jackson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu réputé pour être un peu l'un des coachs les plus emblématiques du sport, hyper philosophique, inspirant, décalé, etc. Comment toi, tu l'as vécu? Est-ce que vraiment il est à la hauteur de ce qu'on lit dans les livres, etc. aussi, Pour moi, coach Phil Jackson, ça a été la plus belle chose et la pire des choses qui m'est arrivée. J'ai commencé ma carrière avec lui, en fait. Et pour moi, pourquoi je le trouve spécial? C'est parce que il a démontré une intelligence émotionnelle hors du commun. Il savait, de mon point de vue, il savait comment gérer 15 fous furieux dans son équipe. Il savait que Ronnie était émotionnel, que Lamar Odom était quelqu'un qu'il fallait cajoler, Luke Walton, il fallait le laisser tranquille, Kobe Bryant, il fallait le challenger devant tout le monde. Pau Gasol, il fallait faire un mix de le cajoler et ensuite parler un petit peu plus dur. Il savait et il s'intéressait à chaque être humain. Et pour moi, c'est ça qui le rend spécial. Ce respect qu'il avait pour le fonctionnement différent de chacun de ses joueurs. Et pour moi, c'est ce qui le rend grand.
Et c'est pour ça que des joueurs appréciaient l'environnement qu'ils créaient, au-delà de oui, on faisait de la méditation ensemble, oui, il avait un comportement un peu farfelu des fois à venir à la salle avec un tambour et taper sur un tambour et nous dire oui, vous êtes des guerriers, nan, 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 nan. Oui, c'était marrant, ça faisait rigoler, mais au-delà de ça, on se sentait respecté, limite pas admiré, mais ouais, j'apprécie ta singularité. Et aussi, je pense que ce qui a été très fort pour lui, c'est, et je me rappellerai souvent, j'utilise cet exemple très souvent, on perdait un match à Houston, à l'époque où Houston avait un joueur qui s'appelait Yao Ming, chinois, 2,36 m, vraiment très très fort. Et je me rappelais tout le temps, on perd de 22 points, et là, on essaie de le regarder pour lui dire vas-y, prends un temps mort et tout ça. Et il ne prend pas de temps mort, et on arrive sur le banc pour un temps mort médiatique de 2 minutes. Et il arrive, il dit, mais les gars, vous savez quoi faire. Vous savez prendre les bons choix. Vous savez tout faire. Vous avez décidé de ne pas faire les bons choix. Donc vous faites face aux résultats. Donc c'est quelqu'un qui nous mettait face à nous-mêmes tout en nous instaurant cette confiance qu'il avait en nous. Et pour moi, c'est ça qui a été... c'est tous ces ingrédients qui faisaient qu'il était spécial. Et le pire, du coup, parce que tu as commencé par lui? Je ne dirais pas le pire, parce que pour moi, ça a été aussi des leçons que j'ai apprises où la faute que j'ai faite, c'est de comparer tous mes autres coachs à Phil Jackson. Ce n'est pas... Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, Ronnie. Donc j'ai fait une très grosse erreur dans ma carrière. C'est de comparer un petit peu ça, l'environnement, voilà. Mais j'ai appris de tous mes coachs. Et je pense que j'ai plutôt été un mauvais... j'ai pas été un assez bon... je n'ai pas fait preuve... Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas fait preuve d'intelligence émotionnelle comme je l'aurais dû dans ces franchises NBA. Donc ça n'a rien à voir avec les coachs, c'est plutôt avec moi-même. Ça a révélé quelque chose en moi. Quand on t'écoute, donc après ta carrière, bon, incroyable. Ce qui est marrant quand on t'entend, c'est que finalement, le Ronnie que tu décris, il est finalement assez auto-centré, concentré sur son objectif basket. Et là, aujourd'hui, voilà, donc tu as fini ta carrière maintenant il y a quelques années. Carrière quand même exceptionnelle. On n'a pas parlé de l'équipe de France, mais quand même des moments qu'on a tous vibré dans les stades ou de la télé. Et aujourd'hui, je vois presque quelqu'un de l'opposé, en fait. Quelqu'un d'hyper éclectique, d'hyper ouvert, d'hyper curieux. Comment cette transition, elle s'opère? Comment je pense qu'on a toujours vu en toi quelqu'un qui a envie de bouffer la vie, bouffer les moments. Et là, on a l'impression que tu es devenu une sorte d'encyclopédie d'éclectisme qui paraît à l'opposé de ce que tu décris, quoi. Je pense que c'est... oui, c'est une très bonne question et j'adore comment tu l'as formulée. Je pense que c'est peut-être l'opposé, mais je dirais que c'est une autre facette de moi. Parce que j'étais auto-centré. Voilà, j'ai trouvé. J'étais auto-centré pour les mauvaises raisons. Et je me devais d'être auto-centré pour me donner les meilleures chances de ne pas être distrait. Parce que j'avais un objectif en tête, j'avais des œillères. Il faut qu'on arrête? T'as entendu l'alarme ou pas? Ouais, c'est un médicament. Ok, d'accord, ok, cool. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis très sensible. Si j'arrête, il n'y a pas de souci. Désolé. Et donc, auto-centré pour ça, mais il fallait que je reste concentré. Donc, j'ai mis les œillères. Et en mettant les œillères, j'ai renoncé à beaucoup de choses que, j'avais envie de faire. 2, que je sentais qu'il fallait que je fasse. Et je n'avais pas cette opportunité parce que j'étais pris par l'objectif que j'avais. Et donc, c'est un objectif qui m'obsédait. D'extra focus, en gros. Ah, mais complètement. Et ça m'a coûté beaucoup. Ça a été magique, j'ai accompli des choses, j'ai rencontré des gens, j'ai vécu des choses magiques, mais ça m'a coûté beaucoup. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, ce que tu vois, c'est je suis autant
auto-centré. Mais je suis beaucoup moins stressé, en fait. Je suis beaucoup moins stressé et mes idées sont beaucoup plus claires. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pensais que réussir financièrement, ça allait résoudre mes problèmes. Non, ça n'a pas résolu mes problèmes. Bien au contraire, ça m'en a rajouté d'autres. Et donc aujourd'hui, quand j'ai pris la décision de prendre ma retraite, je ne savais qu'une chose. Je voulais suivre le chemin de mon cœur. Et le chemin de mon cœur était le suivant. Et je t'ai raconté un petit peu, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Toute personne que je trouvais inspirante, je me suis dit, je leur envoie un email, je dis, si vous voulez prendre un café, on prend un café, je viens vous voir. Et en fait, quand j'ai pris ma retraite, je suis parti en sac à dos, j'ai voyagé dans une dizaine de pays, juste pour pouvoir enfin prendre le temps que je n'ai pas pu prendre pendant 20 ans. Et ça, c'était même le cas, parce qu'on imagine bien dans certaines franchises, mais quand tu es, par exemple, à Golden State ou à Los Angeles, dans des grandes villes, j'imagine que tu dois être exposé. Il y a des artistes, il y a des chefs d'entreprise. T'as pas le temps, mon gars. Ouais, donc voilà, t'as pas le temps. Ouais, donc et c'est ça le dilemme sur lequel... Imagine-toi. Après, je ne sais pas comment les autres le vivent, mais moi, perso, t'as entraînement. Je me réveille à 7h30, 8h30. Je pars de chez moi, j'arrive à la salle en général vers 8h45, 9h30. J'ai entraînement de 10h30 à midi et demi. Il faut que tu fasses au moins 1 heure de shoot après, plus 1 heure de musculation. Donc ça fait déjà 14h30. J'ai presque fini ma journée. Ok, 14h30 c'est fini. Tu conduis une demi-heure, 1 heure pour rentrer chez toi. Donc tu arrives à 15h30, 16h chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Ta maman t'appelle, ton pote t'appelle, il est 16h. T'as match demain. Donc il faut que tu fasses au moins 45 minutes, 1 heure de vidéo. Donc tu rajoutes déjà, ça va faire 17 heures. T'as pas mangé. Alors bon, là, il faut que tu manges quelque chose. Ok, tu manges quelque chose. Tu dis, bon, je vais peut-être aller manger avec un pote. Mais tu dis, si je mange dehors, j'ai la pesée dans 2 jours. Si je fais, je suis à plus de 10% de matière grasse, je joue pas. En fait, non, frérot, je vais pas venir manger, tu vois. Je vais rester à la maison, maman va me faire à manger, elle va me faire un truc. Donc, tu as des périodes où tu ne peux, en tout cas moi, je ne pouvais rien faire. Et tu as des périodes où, quand je joue à Golden State et qu'on ne fait pas les playoffs, du mois d'avril au mois de juin, juillet, entre guillemets, tu n'as rien à faire. Mais j'ai l'équipe de France, mon gars. Il faut que je m'entraîne. Donc, si je prends plus de 2-3 semaines de vacances, c'est fini. Je vais devoir rattraper. Donc en fait, tu es toujours sous pression de ton temps. Il y a toujours un truc. Et pour moi, ça a été le déclic, c'est quand le ratio ou l'équilibrium entre mon temps passé et les choses qui sont importantes pour moi était en décalage. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, ça va peut-être paraître paradoxal, mais c'est ma vision de la vie et je l'accepte. Et voilà. J'ai l'impression que je rajoute du temps en fait. Je me crée du temps. Alors qu'avant, le symbole du chronomètre qui arrive à 0, le match est fini. Pour moi, c'était ça ma vie. J'avais jamais assez de temps. Et donc, oui, j'ai rencontré des gens magiques à Los Angeles, mais ça restait en superficie parce que tu n'avais pas le temps et l'opportunité de vraiment aller en profondeur pour créer des relations qui étaient, en tout cas pour moi, qui étaient vraiment profondes et sincères. Et donc maintenant, ta vie, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce que tu décrivais sur un peu, voilà, tu veux un peu, ce qui est assez très aligné avec ce que je décrivais de mots, c'est connecter des gens, donc faire en sorte que les gens se rencontrent, parce qu'il y a un côté assez magique du sport, justement, il y a le sport et l'art, c'est sans doute les 2 seuls univers où tout le monde se mélange, hein. Tu peux habiter en Seine-Saint-Denis ou dans le 7e arrondissement de Paris et aimer Kylian Mbappé ou Johnny Hallyday, donc on est tous pareils devant ces émotions-là. Puis tu as un projet assez incroyable de tiers-lieu, que je trouve hyper inspirant parce que c'est très proche de ce qu'on fait en plus. Donc peut-être d'en dire 2 mots un peu, comment t'es arrivé là et puis... Oui, je pense que juste pour expliquer pourquoi je suis arrivé là, il faut que je dise cette histoire. Mes parents se sont séparés quand j'avais l'âge de 8 ans. J'ai toujours, jusqu'à l'âge de, je pense, jusqu'à l'âge de 22, non, je mens, jusqu'à l'âge de 19-20, j'ai toujours voulu que mes parents se remettent ensemble. Ça aurait été la pire des choses, mais j'ai toujours voulu. Donc, il y a toujours ce sentiment qui est en moi, depuis tout petit, où j'ai horreur, j'ai une aversion totale sur la communication qui n'est pas claire entre les gens. Ça me rend fou. Donc, ça, c'est la base. Donc, vous faites Ronny Turiaf, qui est joueur NBA, qui voyage. J'ai toujours été celui qui fait en sorte
que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'on aille faire des dîners, qu'on aille marcher ensemble et tout ça. Et c'est un peu en faisant une réflexion de vie où je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça, comment je fonctionne. Et j'ai réalisé en fait que j'adore. Limite le match, excusez-moi, mais limite le match, je m'en fous en fait. Moi, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est les entraînements, c'est les dîners, c'est quand ton coéquipier est dans le dur. Le match, c'est juste vraiment la cerise sur le gâteau. Et donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je rencontre ces gens-là, je vais les rencontrer, tous les gens qui m'inspirent. Donc, moi, j'adore l'architecture, j'adore la musique classique, j'adore l'art, j'adore tout sport qu'il en soit. Quand j'étais en université, j'allais voir tous les sports. Et je me suis dit, ben, je vais aller faire un peu une étude anthropologue où j'ai posé beaucoup de questions aux gens. Et j'ai remarqué que chaque personne qui veut ou qui a accompli des choses avait un certain sentiment que j'ai ressenti, qui est de solitude ou d'envie de connexion profonde. Et donc, je me suis dit, ben, ok, c'est intéressant, qu'on ressent tous pareil, mais pourquoi on ne se le dit pas? Et j'ai réalisé en fait qu'on est tellement pris par nos calendriers respectifs et qu'il n'y a aucun endroit où ces gens-là peuvent se rencontrer sans masque. Et quand je parle du masque, c'est le masque psychologique. Et donc, je suis arrivé en France pour une urgence familiale il y a 5 ans. Et j'ai rencontré une artiste qui venait de faire une grande résidence à Rome, qui m'explique qu'elle n'a pas d'endroit où créer en France. Et donc, de fil en aiguille, je l'invite à la maison. Et depuis cette première invitation de création pour cet artiste, ben, j'ai reçu une soixantaine de personnes où je mets en lien de manière très organique. Des fois, c'est moi qui l'organise. Des fois, c'est juste le pote qui m'appelle 24 heures avant et qui me dit « Ouais, je peux passer demain chez toi ?» Et on se retrouve à 10 à faire un barbecue. Mais en fait, tout simplement, je recrée à ma façon mon vestiaire de basket que j'avais. Ben là, au lieu que ce soit que des basketteurs, ben en fait, c'est tous les gens que je trouve inspirants et que je pense qu'ils gagneraient à juste échanger sur quelque chose. Et pour moi, un des moments magiques, c'était cet été, où j'ai reçu 2 artistes caribéennes de la Martinique qui venaient pour travailler sur de la bijouterie, donc un travail d'archivage de la culture martiniquaise. Et en fait, elles devaient être que 2. Et on s'est retrouvés à faire un atelier dessin avec ma mère qui a 40, ma mère a 60 ans, avec ma nièce qui a 2 ans, mon autre nièce qui a 14 ans, la fille à mon pote qui est venue de passage qui a 10 ans, mon neveu qui a 7 ans. Donc atelier dessin là. De l'autre côté, il y avait un atelier peinture avec ma tante qui a 64 ans et l'autre artiste. Ensuite, il y avait un réalisateur, un agent d'artiste, un curateur d'artistes, un photographe et un de mes voisins. Et en fait, ce n'était pas prévu. Mais je me suis mis sur le côté et en fait, j'ai observé ça en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux en fait. Je veux continuer à cultiver des espaces où les gens se rencontrent sans aucune appréhension et juste avec une certaine ouverture d'esprit et ouverture de cœur. Et donc, c'est pour ça que je suis allé à l'école l'année dernière. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est pour ça que là, je suis encore à l'école pour essayer de mettre les touches finales pour que ce projet vive sans moi et que je n'ai pas à faire le ménage, je n'ai pas à faire l'accueil, parce que là, je fais tout seul. Et comme l'équipe que j'avais autour de moi sur le terrain, j'aurais aimé avoir cette équipe autour de moi en dehors du terrain. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus talentueux, mais en tout cas, j'ai l'énergie, donc j'ai envie de les mettre à disposition pour ça, quoi. Bravo. Alors avant de prendre peut-être quelques questions, si tu devais donner un conseil au petit Ronnie... J'espérais que tu n'allais pas me la poser celle-là. Ouais, je te jure, parce que j'étais dans... Ouais, parce que ça m'a fait réfléchir. Quand tu me l'as envoyé dans le train, ça m'a fait réfléchir. Et... Quand tu croises un jeune qui dit qu'il est... Ouais, ce serait mieux de poser celle-là. Un jeune Martiniquais. Un jeune Martiniquais. Qui voulait faire du foot et qui peut-être se lance dans le basket. Je lui dirais... Suis tes rêves. Suis tes rêves. Donne-toi à fond. Apprécie ce que tu fais.
Et surtout, suis ton étoile, en fait. Vis ta vie à ta façon. Ne laisse pas le monde te dire quoi faire. Respecte les gens. Hein. Je ne suis pas en train de dire de ne pas respecter les gens, mais exprime-toi, ouvre ton cœur et tout ça. Et c'est ce que je lui dirais, tu vois. Mais, ouais. Ce qui est marrant, c'est que tous les grands champions, grands artistes disent ça, en fait. En gros, de le côté de suivre son étoile, croire, pas se laisser un peu miner, parce que forcément, c'était impossible ce que tu allais faire. C'était... il y avait une chance sur 1000 que tu y arrives, ou une chance sur 1 million peut-être. Et tu l'as fait sans doute au-delà de ce que tout le monde pouvait espérer. Ouais. C'est pour ça que je pense que tu vois, c'est ce degré de mélange d'insouciance et envie de faire des choses, en fait, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, quand on s'est rencontrés, que c'est sur une échelle de choses magiques, les gens extérieurs vont voir notre rencontre sur un petit café tranquille en mode, ouais, c'est juste un café, mais pour moi, sur l'échelle, c'est là-haut, tu vois, parce que je réalise que quand je suis mon intuition, quand je suis mon ventre et les envies que j'ai, ça m'amène dans des endroits où moi, je trouve ça magique, tu vois. Et c'est pour ça que la question, quand tu me l'as posée et que je me suis dit, qu'est-ce que je me dirais, il y a 2 choses qui sont venues, tu vois. La première, c'est, je sais pas si je me dirais de faire ce que j'ai fait, tu vois. Je sais pas. Et je dirais à ce gamin, parce qu'il était quand même un... je sais pas comment articuler ça. Je pense que c'est pas que je lui dirais pas de pas faire, je lui dirais, mais tu sais que c'est ok de communiquer ce que tu as. Voilà, c'est ça que je lui dirais. C'est ok de communiquer ce que tu as sur le cœur, en fait. Parce que moi, j'arrivais pas à parler, en fait, quand j'étais petit. Là, je parle, c'est facile, ouais. Mais en fait, quand j'avais 14-15 ans, j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je ressentais. J'ai commencé la thérapie à l'âge de 14 ans, tu vois. Et y a la mère à Tony, elle a une vidéo de moi à la rentrée. Du moins de moi. Non, elle a une vidéo de Tony et moi, je suis derrière. Voilà, je suis derrière et ils rentrent dans la chambre et ils disent Ronnie. Et en fait, et je me tourne. Et j'ai fait un screenshot de ce visage parce que je me rappelais de ce que je ressentais, tu vois. À ce moment-là où tu arrives dans un univers inconnu. Et je pense que je lui dirais de faire confiance à la vie. C'est ça que je dirais. Faire confiance à la vie et de continuer à arriver, quoi. C'est tout. Très chouette. Avant de prendre des questions, peut-être la question des fans de basket, c'est qui pour toi le GOAT, le greatest of all time? Le GOAT, le greatest of all time. Je laisse cette question-là aux gens qui ont envie de débattre. Toujours difficile de comparer les périodes. C'est impossible de comparer. Et moi, je dis souvent aux gens, j'ai eu la chance de jouer avec 2 joueurs qui sont dans le débat. Donc, je pense que... C'est un privilège, déjà. Voilà, tu vois. Le reste, j'ai pas envie de débattre. Je suis plus dans l'appréciation de ce que les gens ont fait, ce qu'ils ont accompli, que d'utiliser ce débat du GOAT pour dénigrer ce que l'autre a fait, tu vois. Moi, j'ai vu Kobe faire des choses hors du commun. J'ai vu LeBron James faire des choses. Moi, je me rappellerai toujours le match 6 qu'on est allé gagner à Boston quand on a gagné le titre en 2012. Je n'ai jamais vu ça. C'était inoubliable. Et moi, je suis là en mode... je regarde ça, je joue pas, tu vois, parce que j'ai pas joué... j'ai pas beaucoup joué ce match-là, je crois. Et j'ai vu des choses magiques. J'ai joué avec Michael Jordan. Moi, je suis un petit gamin de la Martinique, quoi. Moi, je voulais être le nouveau Bernard Lama, quoi. Je me retrouve là, je me dis, c'est cool, en fait, tu vois. Je me retrouve ici, c'est cool, tu vois. Jamais j'aurais pensé faire... je suis en train de vivre quelque chose que jamais j'aurais pensé faire. Faut se remettre dans le contexte, tu vois. Je suis sorti, et c'est un gamin qui se dit, mais qu'est-ce que la vie a à m'offrir ? Et c'est juste cette question-là qui m'amène là où je suis, en fait. Quand je poste le truc sur LinkedIn qui se rend compte, c'est parce que je suis sur mon lit et il y a un truc qui me dit hey, qu'est-ce qui se passerait si tu postes un truc sur LinkedIn pour voir ce qui se passe? Bigger than life, comme disent un peu. Tu as voulu un peu profiter tôt. Tu vois, donc voilà. Je ne sais pas si on a des questions. Ouais, je vois personne là, par contre. Sauf les gens au devant. Je ne sais pas si on a des micros dans la salle. Ouais. Et il nous reste combien de temps, Eva? Il nous reste combien de temps, Eva, dites-nous.
que je respecte ton timing. Il nous reste 15 minutes de questions. Oh là là, on est bon. On est bon s'ils ont des questions. Avec plaisir, madame. Bonsoir Ronnie, merci beaucoup pour toute cette histoire, merci pour ta venue à Caen. Il y a un moment dont on a très peu parlé. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Merwan. Merci, enchanté. Ravi. Il y a un moment dont on a très peu parlé, c'est le titre en 2012. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que ça t'a fait Ouais, je peux. Après, quelle langue tu veux que je raconte? C'est ça le truc. Ouais, c'était cool, hein. C'était cool. Allez, je vais faire vite. En fait, pourquoi c'était cool? C'est que j'ai passé une année 2011-2012 exécrable. Peut-être la pire année de ma vie. Tu vois, là on rigole, mais exécrable. Et en fait, pour moi, pourquoi je dis que c'était cool? C'est parce que c'était cool, en fait, de soulever ce trophée. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le coach, il a dit, c'est très facile de lever le trophée. Ce qui est dur, c'est d'y arriver. Et il nous a dit ça. Et moi, en fait, je me rappellerai toujours, 2011, je fais une des meilleures préparations de ma vie. À une semaine, 10 jours des championnats d'Europe, je me casse la main. D'accord? Je vais à New York. On me balance comme une chaussette à Washington. Je joue. Je me recasse la main. Je suis au fond du trou. Tout le monde, ouais, Ronnie, tu rien. Et là, je reviens, on parle de rebond, je reviens, et là, mon téléphone, il sonne. Qui m'appelle? Pat Riley qui m'appelle. LeBron James qui m'envoie des messages. Dwayne Wade qui m'envoie des messages. Mark Cuban qui m'appelle. San Antonio qui m'appelle. Et les gens qui me disent, mais Ronnie, on sait ce que tu as. On voudrait que tu viennes dans notre équipe. Et là, tu te dis à ce moment-là, mais en fait, heureusement que j'ai tenu, en fait, pour arriver à ce moment-là, être prêt, pour ensuite intégrer les Miami Heat, pour ensuite me péter les ischio-jambiers, parce que je suis hors de forme, parce que j'ai pas joué pendant 4-5 mois, pour ensuite revenir et pouvoir jouer 7 matchs, entre guillemets. Et pourquoi je parle de ces 7 matchs? Parce que si je n'avais pas été prêt ces 7 matchs, quand mon coéquipier et un de mes meilleurs amis qui s'appelle Chris Bosh, il s'est éclaté les adducteurs. Il ne pouvait pas jouer. Et si je n'étais pas prêt pour ces 7 matchs, je n'aurais pas pu aider l'équipe et apporter ma petite pierre à l'édifice de cette épopée qui a été complètement lunaire, magique. Mais pour moi, je le résume, oui, c'était cool, mais encore une fois, il y a plein de choses derrière qui rendent l'histoire, c'était cool. Et pourquoi je te dis ça? Et que j'ai dit au début, tout dépend de quelle facette tu veux que je parle. Parce que personne ne sait, sauf ma famille, qu'en 2012, il y a ma grand-mère qui est venue à Miami. Et c'est la seule fois où elle m'a vu jouer en professionnel. Tu vois, donc c'est tout ce qui se passe autour de ce titre qui est pour moi beaucoup plus important que le titre en lui-même. Tu vois, surtout que j'avais perdu auparavant en 2008. Donc en fait, là, limite, je suis arrivé à égalité, 0-0, balle au centre, tu vois. C'est un peu comme ça, mais oui, c'était magique, c'était intense, c'est un truc... tu passes par des émotions... c'est juste qu'il faut rester concentré, mais oui, c'était magique et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois, c'était magique. Merci Marwan pour la question. J'espère que j'ai répondu correctement, tu m'excuses. Des fois, je parle un peu à D'autres questions? Je vais essayer de faire court, comme ça on peut avoir plus de questions. Je voulais te demander parce que, en fait, Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Alexia. Enchanté, Alexia. Tu disais que tu t'étais concentré sur ton but à fond et qu'après, tu en avais peut-être un peu des regrets de ne pas avoir eu ta vie personnelle à côté. Mais on a l'impression que c'est le cas de tous les gens qui ont du succès, en fait. Et est-ce qu'on peut avoir les deux, d'après toi? Je ne pourrais pas me permettre de parler d'autres personnes. Après, je n'ai pas utilisé le mot regret parce que ça ne rentre pas forcément. Il y a peut-être
mais ça ne rentre pas forcément dans le truc. C'est plutôt un constat qu'autre chose. Après, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie que l'extérieur, par exemple, ne mettrait pas le label de succès. Mais pour moi, c'est un succès total. Je ne rate aucun anniversaire. Je fais du babysitting pour ma sœur. Je vois mon neveu jouer au foot. Les week-ends, j'amène ma nièce faire des sorties culturelles. Ma nièce qui a 2 ans, elle adore dormir sur le ventre de son tonton. Ma mère vient me voir quand elle veut. Non, pour moi, c'est un succès total. Et donc, je pense que la question qu'il faudrait plutôt poser, c'est qu'est-ce que ta version du succès te coûtera? Parce qu'aujourd'hui, ce succès-là, aujourd'hui, me coûte de l'argent. Avant, c'était ce succès-là me coûtait mes relations familiales. Donc aujourd'hui, c'est comment trouver l'équilibre. Et donc je pense que pour moi, ma définition du succès a changé 100% je crois, c'était le 14 décembre 2014. Je suis sur mon lit, je suis en NBA, tout se passe bien. Et là, je me dis, en fait, non, en fait, c'est pas ça le succès pour moi. Et là, il a fallu que je cherche. Et qu'est-ce que le succès pour moi? C'est ce que je t'ai décrit, qui sont pour moi aujourd'hui non négociables. Donc je pense que pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, c'est admettre que ma définition du succès avait changé. Ça coûtera quelque chose quoi qu'il arrive. Bonne question. C'est Alexia, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jérémy. Merci beaucoup Enchanté, pour le temps que tu nous accordes. C'est un vrai plaisir avec plaisir de t'avoir avec nous, de te voir rayonnant, inspiré. T'es bon, Jérémy, t'es bon. T'es bon, mec. Oh là 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 là, c'est un commercial. Non, même pas. Non, j'avais une question. Dans ta carrière et dans ton jeu et dans ce que tu as apporté à tes équipes, tu as fait beaucoup de choses plutôt dans l'ombre. Tu as fait plutôt les tâches que les stars ne font pas, et tu t'es réalisé dans ça, tu t'es réalisé dans ce rôle-là. Et comment on prend du plaisir, comment on se réalise dans ce côté je vais faire ce que les autres ne veulent pas faire, je vais me sacrifier et je vais contribuer au collectif en faisant ce qui n'est pas forcément le plus sexy et ce qui est le plus paillette. Comment on se réalise dans ça? J'adore ta question, Jérémy. Je t'enverrai un devis pour ce que je vais répondre. Ça coûte cher, mon gars. Je connais ma valeur maintenant. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, Jérémy, tout au long de ma carrière, j'ai évolué. Là, on résume ma carrière à 10 ans à NBA. Et en 10 ans à NBA, effectivement, le plus souvent, j'ai été le joueur de l'ombre. Mais il y a des moments, si tu regardes ma carrière, je pense que j'ai dû être dans le 5 de départ, un tiers du temps, tu vois. Donc, il y a une raison pour laquelle j'étais dans le 5 de départ, et il y a eu des succès à Los Angeles, c'était différent que New York, que Miami et tout ça. Donc, pour moi, le plaisir est tout simplement à être sur le terrain et être en communion avec mes coéquipiers. En fait, que je marque 20, c'est jouissif de marquer 40 points, je peux te le dire. Hein. Et de mettre des paniers, tu fais ce que tu veux. Mais après, je me rappellerai souvent, c'est quand je suis arrivé à NBA, quand je t'ai dit que j'ai observé, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait 36 ans, 37 ans, qui s'appelle Aaron Mackey, qui était sur la fin de carrière. Et quand je sautais, par exemple, lui il me disait « Hé, assieds-toi là. » Ouais, t'as raison. Et en fait, lui, il me disait « Qu'est-ce que tu peux faire de différent ?» Là, c'est un luxe pour toi. Tu ne joues pas, tu es payé, nourri, logé. Adapte-toi, concentre-toi, vois les choses. Et donc, vu que j'ai une faculté d'adaptation, vu que je ne parlais pas forcément bien anglais, j'ai une faculté d'observer et d'assimiler des informations très rapidement. Donc, j'ai commencé à voir les choses totalement différentes. Et donc, je me suis dit, j'ai de l'énergie, c'est naturel chez moi. Il y en a qui ne veulent pas défendre, ils ne veulent pas faire le sale boulot. Je vais le faire. Et je ne suis pas assez fort pour être Kobe Bryant. Je suis réaliste.
je ne suis pas assez fort pour être LeBron James, pour être Chris Bosh. Ben, par contre, je suis assez fort pour faire tout ça, quoi. Et quand les gars, ils ont besoin de moi, ben, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Après, le sale boulot, justement, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et il faut faire preuve de don de soi et d'intelligence. Et pour moi, ça a été la chance que j'ai eue de ma vie. Ma mère et mon père me disaient toujours, je vais te dire les choses une fois, pas deux. Et quand ils disaient deux fois, je m'en prenais une. Donc, les coachs me disaient les choses une fois, ils n'avaient pas besoin de me le dire deux fois. Donc, quand tout le monde a besoin que les choses soient répétées, ah ben moi, j'ai déjà compris. Et donc, les coachs avaient absolument confiance à ma faculté d'appliquer les règles. Donc, pour moi, c'était jouissif. Hein, quand tu es sur un terrain et que tu fais partie d'un maillon. J'ai appris un mot hier soir. Est-ce que vous connaissez le concept de murmuration? Non? Voilà, les oiseaux qui voyagent ensemble et il n'y a pas de leader. On s'adapte, les oiseaux s'adaptent chacun à leur mouvement. Et quand tu joues au basket et que tu joues avec des gars qui sont intelligents et que chacun s'adapte à chacun, donc tu prends du plaisir, même si tu fais le travail de l'ombre. Demande à N'Golo Kanté, je pense qu'il dira qu'il est content. Qui était à Caen aussi. Hein. J'ai fait mon background, tu vois, je vois. Pas folle la guêpe. Une autre question. Ouh là là. Il y en a plein là. Ouh là là. Que va-t-elle choisir? Bonsoir Ronnie. Bonsoir. Je m'appelle Zeb du coup. En fait, tu parlais de justement le fait de, il y a des choses que les gens ne voient pas. Et moi, j'aimerais parler de ton après-carrière. Est-ce que le basket te manque et comment ça se passe du coup la vie étudiante? C'est un énorme changement. Et est-ce que tu kiffes l'école? Le basket ne me manque pas du tout, mais zéro. Mais vraiment, zéro. J'adore la vie d'étudiant parce qu'en fait, c'est des choses qui me passionnent et c'est des sujets. Je sais de manière certaine que ces sujets, j'ai besoin des acquis, j'ai besoin de développer je sais pas comment on dit ça en français, les skills. Compétences. Voilà, merci. J'ai besoin de développer certaines compétences. Et je suis cette année à l'EM Lyon, à Paris, avec un cohorte de gens qui sont fascinants. Et je ressens des sensations similaires à celles que j'avais avec mes coéquipiers, où il y a beaucoup de travail de groupe. Et il nous permet de travailler sur des sujets concrets. Là, en ce moment, on travaille sur tout ce qui est responsabilité sociale dans le monde corporate. On travaille sur un sujet que j'ai toujours voulu faire, c'est un festival de musique avec un vrai impact social. On travaille sur ça, par exemple. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse et tous mes coéquipiers m'aident avec des industries complètement différentes. J'adore ça. J'ai toujours aimé apprendre. Après, j'avoue que je n'étais pas le meilleur élève pour des sujets qui ne me passionnaient pas. Donc aujourd'hui, je trouve ça comme une vraie chance de pouvoir faire ça. Et je pense que j'ai répondu à ta question, non? Et peut-être parler de ton rôle d'ambassadeur de l'NBA. Ah oui, je peux parler de mon rôle d'ambassadeur, oui. C'est cool. Je suis ambassadeur d'un programme qui s'appelle la Junior NBA, qui est un programme pour les enfants de 8 à 18 ans, qui met en place on va dire des enseignements pédagogiques. On utilise le basket comme accroche pour pouvoir impliquer les enfants à la pratique sportive, pour lutter contre l'obésité, pour lutter contre un petit peu les jeux vidéo et tout ça, et pour inculquer aux enfants que le monde du basket, ce n'est pas que le terrain, mais c'est aussi tout un écosystème qu'il y a autour. Et donc, à travers le sport, on peut voyager, on peut poursuivre ses études, trouver sa passion et faire ce qu'on a envie de faire autour de ce ballon orange qui nous a fait tous rêver. Donc, ouais, j'adore ça et je suis ambassadeur en Europe et en Afrique. Donc, je reste très près du basket, mais assez loin pour qu'il ne me prenne pas la tête.
Bonsoir, Michael. Enchanté. Enchanté. D'abord, merci pour ta bienveillance sur LinkedIn. Il y a 2 bouteilles de Châteldon qui t'attendent. Ah, c'est toi. Oui, c'est moi. Tu sais que je rigolais, mais franchement, là, c'est un amour. Franchement, c'est un amour. Ils sont où tes fils? Mon fils. Ah, ton il est fils. là. Ma fille est avec maman. Ok. Tu as parlé de Phil Jackson. Ouais. Alors, c'est peut-être pas le GOAT au niveau des coachs, mais c'est celui qui est le plus titré, si je dis pas de bêtises. Peut-être, je sais pas. 11 titres NBA, si je dis pas de Pas mal, bêtises. c'est pas mal quand même. Ouais, 5 avec les Lakers et 6 avec Chicago. Mhm. Est-ce que sa qualité principale, c'est pas celle que tout manager doit avoir aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde du sport, c'est-à-dire l'empathie? Tu parlais de skills, soft skills, l'empathie. Ouais. À 100%, c'est le soft skills. Pour moi, c'est ce qui le rend spécial, et c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Et aujourd'hui, j'avais cette conversation exactement avec une intervenante, parce qu'aujourd'hui, on faisait les cours, c'était sur le développement de carrière, et je leur disais que comment tu dis framework en français? Pattern, framework. La trame, voilà. La trame des modules qu'ils ont mis en place ne mettait pas en valeur les soft skills. Et je leur ai dit, vous devriez quand même vous attacher à faire paraître ça. Donc, pour moi, c'est tout manager, toute personne qui est je dirais pas en charge, mais qui travaille, toute personne, je pense, travaille avec des gens dans des relations familiales. En fait, ce concept, ça s'applique à la vie, aux relations humaines. Et très souvent, on néglige les relations humaines et on se focalise sur le résultat. Et on oublie. Et donc pour moi, c'est ce qui l'a rendu, pour moi, un des meilleurs. Mais je pense que chacun de ces coachs, ils l'ont. Chacun de ces grands coachs ou de ces grandes personnes, ils l'ont. Et regardez, ça fait 15 ans que je suis parti des Los Angeles Lakers. Et j'en parle encore. Donc ça veut dire que ça m'a marqué. Et je suis très heureux d'avoir pu évoluer sous ces ordres. C'était cool. Et j'ai hâte qu'on se boive la Châteldon. Le monsieur derrière, il est motivé, mais elle ne te voit pas. Ah, voilà. Je te vois depuis tout à l'heure. Merci. Bonjour Yanis. Déjà, je voudrais te remercier en tant que sportif français. Pas que le basket, mais là c'est bientôt les JO et vous avez la faculté sportive de faire rayonner notre pays et surtout de nous faire vivre des émotions incroyables, peu importe le sport, peu importe sur la neige ou dans un parquet de basket. J'avais une question, tu parlais de maintenant tu donnes de l'importance aux gens qui sont inspirants pour toi, parce qu'avant tu n'avais pas le temps. Ouais. Est-ce que tu as eu des rencontres hors basket depuis le début de ta carrière jusqu'à maintenant qui t'ont vraiment, c'était vraiment un coup de cœur, alors avec d'autres sportifs? Ouais. Lesquels? Et pourquoi? Okay. Non, tu me demandes pourquoi, je peux te dire. Alors, quand j'étais en carrière, pas trop, parce qu'on a un calendrier qui est de septembre à fin août, début septembre. Mais après ma carrière, je peux vous parler d'un moment qui était pour moi magique. 2016, je suis parti voir les JO et j'ai eu la chance de faire la cérémonie d'ouverture. Non, d'abord, on est parti de l'hôtel pour aller à la cérémonie d'ouverture. Et Rio 2016, Jeux Olympiques, beaucoup d'embouteillages. Et pourquoi je dis ça? C'est pour vous montrer la temporalité du moment. Donc ça a duré, je pense, 6-7 heures. Et j'ai discuté avec Marie-Josée Pérec. Et je peux vous dire que ce moment, il est gravé là-haut. Et pourquoi? C'est parce que cette dame a marqué le monde, mais nous, dans les Antilles françaises, elle nous a inspirés. Elle a rendu les choses, elle a cassé ce plafond de verre pour nous. On s'est tous dit, c'est possible. Et j'ai toujours voulu lui parler. Je n'ai jamais pu. Et là, dans la voiture, on était coincés. On va parler. Je veux te poser les questions. Et ça a été magique pour moi et pour elle. Et on a pu échanger. Et là, je rigole, mais en fait, si tu discutes avec des athlètes, on va tous te dire
il y a d'autres athlètes qui nous ont inspirés. C'est dommage que j'ai pas le temps ou que j'ai pas l'opportunité de pouvoir échanger avec eux. Parce que nos calendriers sont superposés et c'est hyper frustrant, mais c'est quelque chose qui est magique quand ça arrive, parce qu'en fait, il y a automatiquement ce masque qui tombe et on connecte d'humain à humain parce qu'on comprend ce que l'autre a vécu et vice-versa. Donc oui, elle, ça m'a marqué, mais après, il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais elle, je pense que c'est peut-être numéro uno, tu vois. Ça va être dur d'aller au-dessus de ça. Donc, très bonne question. Merci beaucoup d'avoir posé ça. Ça m'a fait me replonger au Brésil. C'était magique. Eva, je te regarde pour le temps, hein, parce que moi, je peux parler. Hein. J'allais dire, il est 21h06. Ok, donc ça veut dire qu'on a fini là. Je dis ça, je dirais. Donc, dernière question, c'est ça? Allez. Allez, enfin. Désolé. Si vous voulez, après, on peut se mettre dehors, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, dernière, je vais être assez rapide alors. Bonsoir Ronnie, je m'appelle Anthony. Enchanté. J'ai beaucoup aimé quand tu disais que tu es tombé amoureux de tes coachs. Yaman. Moi, dans mon métier, on appelle ça l'obéissance d'amitié. Intéressant. Et j'aimerais savoir comment ces coachs ici sont pris pour te séduire. Je pense que je sais pas comment. C'est une très bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose. Je sais pas comment y répondre, sauf parler des dénominateurs communs qu'ils avaient. Et il faut aussi remettre dans le contexte. J'avais 14 ans, relation un peu difficile avec mon père, besoin de direction un peu dans ma vie. Et c'était des personnes qui étaient des fils de militaires, une vision claire, nette, précise, qui appréciaient chacun de leurs joueurs et qui avaient une personnalité extrêmement forte, mélangée avec de la douceur. Et pour moi, ils étaient exemplaire. Ça veut dire à l'entraînement, rigueur, sérieux. Et ils te faisaient ressentir qu'ils étaient là pour toi. Donc il y avait une faculté de concentration et de te montrer l'exemple et de rester présent avec toi en fait. Et je pense que quand j'ai 14, 15, 16, 17 ans, et que je rencontre ces personnes-là, ben en fait, c'est mon ancrage. Quand j'arrive aux États-Unis, le coach que je rencontre, c'est un jeune, mais pareil, il a une vision claire, il sait où il veut aller, différent des autres, et il y a cette faculté de respect aussi qui se mélange avec cet amour, cette douceur, mais cette rigueur. Et je pense que je fonctionne très bien avec tu me parles correctement, tu me dis quoi faire, tu es direct avec moi, on aura zéro problème. Et pour moi, je pense que c'est ça, en fait. Et j'étais fasciné par eux aussi. C'est pas qu'ils me faisaient peur, mais il y avait une forme de respect, mais d'autorité implicite, un peu. Ouais, d'autorité, mais une autorité, ils ne demandaient pas l'autorité, en fait. Non. C'était vraiment naturel. Et ils te montraient l'exemple. Tu as un truc tout simple. Mon coach en équipe de France, et après je m'arrête, Eva, promis. On arrivait à la salle, il était en train de faire des pompes, tout seul. Et donc, quand il nous demandait de faire des pompes, en fait, personne ne disait non. Puisqu'on arrivait à la salle, il faisait des pompes tout seul. Donc, c'est ce que je dis dans cette exemplarité, c'est qu'il montrait l'exemple. Et il te montrait la voie, et libre à toi de la suivre ou pas. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a attiré chez eux, et jusqu'à aujourd'hui, je pense à eux. Et peut-être pour conclure, donc la question un peu le thème de la soirée, c'était le sport fait-il encore le lien, l'union? Donc là, c'est un moment qui n'est pas simple, à tous les niveaux
économique, politique, géopolitique. On sent qu'il y a quand même beaucoup de fractures qui étaient peut-être déjà existantes avant. Alors, comment tu vois, toi, un peu le rôle du sport? On va accueillir peut-être le plus grand événement qui existe l'année prochaine. Comment tu vois un peu le rôle du sport? On évoquait un peu en introduction sur l'inclusion, le lien aux autres. Pour moi, le sport, c'est la base. C'est la base du lien intergénérationnel, interracial, intercommunautaire. C'est quelque chose, qu'on soit garçon, femme, non-genré, pour respecter tout le monde. On a tous joué à quelque chose. Au basket, au foot, au tennis, au badminton. Il y a toujours eu une certaine pratique sportive. Même, limite, je vais extrapoler, j'ai même joué aux poupées. Et ça peut être considéré comme du sport parce qu'on bouge un peu les bras. Et je trouve que cette âme, pour moi, c'est cette âme d'enfant que je veux vraiment pointer du doigt et se dire qu'on a tous cette âme d'enfant à l'intérieur et je trouve qu'elle s'effile un peu au fil des années. Et le sport, comme notre invité nous l'a dit tout à l'heure, nous transmet des émotions qui ne peuvent pas être, on va dire, contrôlées. Et c'est ce qui nous permet de se retrouver et de créer du lien, qui nous a permis de créer du lien. Le basket aujourd'hui nous a réunis, le basket aujourd'hui nous a réunis. Et donc c'est l'exemple typique qu'à travers le sport, nous pouvons réussir à faire des choses, mais aussi nous pouvons avoir ce point d'ancrage qui nous permet de passer à l'étape supérieure, d'avoir une discussion et qui est de la communication. Donc pour moi, quand j'entends le mot sport et inclusion, je me dis enfin, les gens comprennent que le sport, ce n'est pas juste la pratique de mettre la baballe dans le trou, comme on me l'a dit plein de fois, et qui se rendent compte de l'importance des valeurs que tous ces sports inculquent aux enfants, aux parents et à toute cette communauté qui s'y intéresse. Aujourd'hui, je suis en cours, un cours qui s'appelle les futurs durables, et le professeur, qui est un professeur qui m'a inspiré de manière monumentale, me disait que sa sœur a été sportive de haut niveau en patinage artistique. Et moi, je me dis, mais comment, tu peux me raconter comment ça se passait, comment tu as vécu, comment toi, tu as vécu ça? Et tu as le prisme d'un professeur de futur durable, ancien physicien, qui part de son respect, son admiration pour sa sœur qui a été de patinage artistique. Et donc tu te dis, en fait, voilà, c'est un exemple tout bête de tu m'apprends quelque chose, et grâce à ta sœur, on peut connecter sur comment tu as vécu la résilience qu'elle avait par rapport aux blessures. Donc pour moi, le sport, je suis très heureux de voir qu'on inclut le sport et j'ai hâte de voir la fête que ce sera pour les Jeux olympiques, mais aussi paralympiques. Moi, j'ai hâte, je suis en train d'essayer de négocier pour voir si je peux pas avoir des places gratuites pour aller voir les Jeux paralympiques, parce que j'ai pas eu la chance de le faire en 2012 ni en 2016. Donc là, je me dis, je suis à Paris, je suis à l'école, je suis étudiant, limite, je fais un rapport, tu vois, il n'y a pas de souci. Développement durable, voilà, il n'y a aucun souci. Mais bon, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Bon, en tout cas, mille merci. Je pense qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements.